Je vais commencer par vous poser une question assez simple. Dans votre entreprise, y a-t-il quelqu'un qui sait faire quelque chose que personne d'autre ne sait faire? Un geste technique, un réflexe opérationnel, une façon de gérer une situation complexe, quelque chose qui s'est construit en 10, 15 ou 20 ans de terrain. Deuxième question, est-ce que ce savoir existe quelque part? Est-ce qu'il est écrit? Ou même, est-ce qu'il a été transmis? Est-ce que si cette personne, elle partait demain, est-ce que quelqu'un pourrait prendre le relais? Si la réponse n'est pas vraiment, alors sachez que vous n'êtes pas seul et c'est précisément le sujet de cette vidéo. Je m'appelle Céline, je suis fondatrice d'ISTIA Compétences. J'accompagne les entreprises sur tout ce qui touche aux compétences, au parcours et à la formation. Aujourd'hui, on va parler de trois choses qui sont profondément liées et qu'on traite souvent trop séparément. Premier élément, la GEPP, la gestion des emplois et des parcours professionnels. Deuxième point, la cartographie des compétences. Et le troisième, mon élément de cœur, la FEST, l'action de formation en situation de travail. Ces trois outils ensemble, c'est une réponse concrète à l'un des enjeux majeurs de 2026. Et pour la suite aussi, ne pas laisser vos compétences critiques disparaître dans le silence. En 1987, la durée de vie moyenne d'une compétence technique était de 30 ans. Aujourd'hui, selon l'OCDE, elle est de 12 à 18 mois. Ça veut dire que vos collaborateurs, même les meilleurs, ont besoin d'être reformés en permanence. La question, c'est comment? On va commencer par un fait qui devrait changer votre façon de penser les ressources humaines. En 1987, un salarié pouvait maîtriser une compétence technique et rester performant dessus pendant 30 ans. 30 ans, une carrière entière. Aujourd'hui, 12 à 18 mois. C'est la durée de vie moyenne d'une compétence technique selon l'OCDE. Dans les métiers du numérique, certaines compétences sont même obsolètes en 3 à 6 mois. Et c'est pas une opinion, hein, c'est une donnée structurelle et elle change fondamentalement ce qu'il faut faire en matière de gestion des compétences. Ça veut dire quoi concrètement? Alors ça veut dire que le collaborateur que vous avez recruté il y a 2 ans, avec les bonnes compétences, hein, aujourd'hui, une partie de ses compétences, elle commence à se périner. Alors pas parce qu'il est pas bon, hein, mais parce que le monde bouge. Et pendant ce temps-là, deux autres phénomènes s'accélèrent. Premier phénomène, la vague de départ. Dans de nombreux secteurs, industrie, santé, logistique, BTP, social, il y a une génération de travailleurs expérimentés là qui s'apprête à partir à la retraite. Et ces personnes, elles portent un savoir-faire qui s'est construit parfois sur une vingtaine d'années parce qu'ils ont très peu changé d'entreprise. Et ce savoir-faire, souvent, il est écrit nulle part. Alors, quand ces personnels partent, le savoir-faire, il part avec. Et ça, c'est une perte sèche pour l'organisation. J'ai une amie qui travaille dans une usine de papier carton. Elle me dit, il y a un régleur de machine qui part dans 8 mois. Il est le seul à savoir gérer une panne sur la ligne de prod. Donc si il venait y avoir une panne un lundi matin après son départ, toute la structure elle est coincée. Et ça, c'est pas anecdotique, hein, c'est le quotidien de milliers d'entreprises en France. Deuxième phénomène, les métiers qui se transforment. La transformation numérique, la transition écologique, l'intelligence artificielle. Les outils, ils changent aujourd'hui. Et les process, du coup, changent. Les exigences, elles changent. Et les collaborateurs qui travaillent sur ces postes depuis 10 années n'ont pas forcément été formés à ces évolutions. Pas parce qu'ils veulent pas, mais parce qu'en fait, ça n'a pas été anticipé. Vous voyez l'évolution de l'intelligence artificielle sur ces dernières années? Donc, il y a des managers qui passent leur temps à répondre eux-mêmes aux questions au lieu plutôt de piloter. Il y a des équipes qui vont apprendre sur le tas, sans filet. Il y a des erreurs du coup qui se répètent parce qu'en fait, personne n'a structuré la transmission. Et donc, ça crée une pression opérationnelle qui s'accumule sur ceux qui savent en fait encore. Face à tout ça, il y a un outil qui s'appelle la gestion des emplois et des parcours professionnels. Et la majorité des entreprises qui ont accès ne s'en servent pas. La GEPP, vous en avez entendu parler, peut-être que vous faites semblant de la faire, parce que c'est ça aussi que je vois, hein. Mais voilà ce qu'elle est vraiment et pourquoi, bien utilisée, elle peut transformer votre façon de piloter les compétences. Donc la GEPP, la gestion des emplois et des parcours professionnels. Avant de vous expliquer ce que c'est, je vais vous dire ce que ça n'est pas. Donc la GEPP, c'est pas un doc Excel avec des noms de collaborateurs et les formations qu'ils ont faites. Pas une réunion annuelle où on va parler des besoins en compétences sans jamais rien citer. C'est pas une obligation légale qu'on remplit juste pour cocher une case. Alors soyons honnêtes, dans beaucoup d'entreprises, c'est exactement comme ça que ça se passe. On va faire un petit retour en arrière. En 2005, il y a la loi Borloo, il y a la création de la GPEC. C'est gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Elle est obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés. Comment vous dire que tous les autres, bien souvent, ils passent complètement à côté. C'est une logique en fait assez descendante. L'entreprise, elle planifie ses besoins et le salarié, il doit s'y adapter.
En 2017, ordonnance Macron, là, ça fait évoluer la GPEC en GEPP. C'est un changement un peu de posture quand même. Là, on ne demande pas simplement quelles sont les compétences dont l'entreprise a besoin, mais c'est plutôt aussi où veulent aller les collaborateurs. Et vous voyez, ça, c'est un changement de prisme très important. On travaille autour du projet professionnel de l'individu autant qu'on va travailler autour de la stratégie de l'entreprise. Donc, c'est une différence entre une gestion qui était très descendante à une gestion bilatérale entre le collaborateur, qui a aussi ses besoins et ses projets, et la stratégie de l'entreprise. En 2026, pour les entreprises de plus de 300 salariés, il y a une obligation de négocier un accord des GEPP tous les 3 ans. Depuis le 1er janvier, la loi du 24 octobre 2025, il y a aussi les périodes de reconversion qui sont intégrées dans la GEPP qui est obligatoire donc, pour les entreprises de plus de 300. Pour les entreprises de 50 à 3 ans, alors, il n'y a pas d'obligation de négociation formelle. Mais la démarche, elle reste bien sûr recommandée et elle s'articule avec l'entretien de parcours professionnel, ex-entretien prof. Pour les petites structures, aucune obligation légale. Mais en fait, les enjeux, c'est exactement les mêmes. Et les outils, eux, sont accessibles à toutes les tailles d'entreprise. Ce que la GEPP, elle permet vraiment de faire, 1. Anticiper les besoins en compétences de 2 à 3 ans. Alors que vous soyez une petite ou une grande structure, l'anticipation des besoins, c'est indispensable. 2. On identifie les écarts entre les compétences que vous avez aujourd'hui et celles dont vous aurez besoin demain. 3. On construit des trajectoires pour les collaborateurs. On parle de mobilité interne, de formation ciblée, de montée en autonomie. Encore une fois, même si vous êtes une petite structure, il s'agit plutôt que parfois de recruter à l'extérieur. Peut-être que vous avez déjà quelqu'un en interne, peut-être que vous n'avez pas identifié toutes les compétences qui mettaient en œuvre. Et surtout, ça fidélise aussi. 4. On sécurise les compétences critiques. Celle du régleur, par exemple, qui part à la retraite, parce que là, on en a quand même quelques-uns qui vont partir à la retraite. C'est la seule personne, par exemple, là, qui savait gérer une situation d'urgence. Avant que la porte, elle se ferme, idéalement, on va travailler quand même avec lui sur sa capacité à transmettre et surtout à identifier justement toutes les compétences critiques qu'il met en œuvre. Le deuxième outil dont je vous parlais, c'est la cartographie des compétences. Donc, c'est voir ce qu'on a avant de chercher ce qu'on n'a pas. Donc, la GEPP, elle va toujours commencer par une chose, savoir ce que l'on a. Et c'est pour ça qu'il y a un outil qui est hyper intéressant. Alors, moi, je travaille beaucoup en AFEST et on en parlera tout à l'heure, mais c'est la cartographie des compétences. Le principe, en fait, il est simple. On recense pour chaque poste ou métier dans la structure les compétences techniques nécessaires, les compétences comportementales attendues et le niveau de maîtrise de chaque collaborateur sur chacune d'elles. On peut travailler notamment avec la matrice polycompétences. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Je vous mettrai un exemple à l'occasion. Ça peut sembler fastidieux et honnêtement, au départ, si vous n'êtes pas habitué, ça peut l'être un peu. Mais le résultat que ça donne, c'est une vision claire que vous n'avez jamais eue réellement de votre organisation. En fait, la cartographie des compétences, elle permet de voir les compétences clés qui sont déjà présentes et parfois qu'on sous-utilise, les zones de fragilité qu'on peut avoir parce qu'il y a un seul collaborateur qui va maîtriser une compétence critique et ça, c'est un risque. Je ne vous parle pas, par exemple, de la paye. Je crois que c'est là où j'en le vois le plus. Les écarts à combler entre le niveau actuel et le niveau attendu dans 18 mois. Parce qu'il faut le lier aussi à votre stratégie d'entreprise. Et donc, les potentiels de développement des collaborateurs qui pourraient évoluer aussi vers un autre rôle. Alors, comment on va construire sa cartographie des compétences? Il y a quelques étapes clés. Premier point, on définit un périmètre. Est-ce qu'on fait tous les postes? Est-ce qu'on fait qu'un département ou un secteur? Est-ce qu'on fait les postes critiques d'abord? Vous pouvez commencer petit, un secteur, une équipe, mais vraiment, en fait, si vous lancez la démarche, ayez en tête que vous lancez la démarche peut-être que pour un secteur, que pour une équipe, mais qu'il faut très rapidement démultiplier. Parce que ça crée une émulsion, en fait, en interne, justement, avec la volonté d'identifier réellement les compétences qu'ils ont. Étape 2, réunir les bonnes personnes, les managers de terrain, les experts métiers, pas seulement les ressources humaines. Je vois trop de structures qui centralisent au niveau des ressources humaines la cartographie des compétences. C'est pas possible. En tant que ressources humaines, vous n'avez pas l'identification réelle des compétences qui sont mises en œuvre. Votre fiche de poste, très clairement, elle est souvent obsolète. Partez pas de vos fiches de poste, partez des experts métiers, des managers terrain. Ce sont eux qui savent vraiment ce que chaque poste il exige. Troisième étape, vous listez les compétences pour chaque métier. Compétences techniques, comportementales, transversales, avec un niveau attendu pour chacune. Quand je dis un niveau attendu pour chacune, c'est réellement le niveau que vous attendez au sein de votre entreprise. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une cartographie des compétences qui soit la même pour toutes les entreprises. Et ensuite, on va croiser
avec des auto-évaluations. Alors attention sur les auto-évaluations, hein, ça ne doit pas être le tiercé gagnant, il faut vraiment se positionner. Et l'observation managériale. Cinquième étape, identifier les écarts et les priorités. Quels écarts sont critiques? Quels sont les postes à risque? Et où est-ce qu'il faut agir en premier? Une fois qu'on a fait cette cartographie, on sait exactement où former, comment former et pourquoi. Et c'est ce qui nous amène au troisième outil, la FES. La majorité des compétences critiques dans votre entreprise, elles n'ont jamais été apprises en salle de formation. Elles se sont transmises au poste de travail, dans l'action. Et c'est ce que la FES vient formaliser et donc financer aussi. Et c'est la réponse finalement la plus puissante à la perte des compétences que vous avez en ce moment. Je vais vous parler d'une réalité que vous connaissez. Dans votre structure, quand vous intégrez quelqu'un, une nouvelle recrue, est-ce que quand vous vous dites: «Tiens, c'est un nouvel entrant, qui a une formation initiale», est-ce qu'ils savent vraiment leur métier? Eh ben, souvent, ils apprennent plutôt quand ils sont dans votre entreprise, parce qu'il y a une forme de culture d'entreprise, il y a des spécificités de vos entreprises. Ils vont apprendre parce qu'ils posent des questions à la personne à côté d'elle et bah, c'est plutôt en étant reprise par quelqu'un d'expérimenté au bon moment. Et en fait, c'est ça l'apprentissage en situation de travail. Alors ça existe depuis toujours, hein, c'est le compagnonnage, c'est le tutorat, c'est «montre-moi comment tu fais». Mais depuis 2018, il y a un mode d'apprentissage qui a un cadre légal et qui s'appelle l'AFES, l'action de formation en situation de travail. Et là, ça change la donne. L'AFES, c'est une formation qui se déroule directement au poste de travail, pas en salle, pas en distanciel, c'est vraiment sur le terrain, dans la situation réelle. Et donc, comme c'est dans la situation réelle, on est en situation de production. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en amont, on a bien identifié quelles étaient les compétences qui étaient développées au poste de travail. D'où notre cartographie des compétences. Et une fois qu'on a fait notre cartographie des compétences, ben, on a bien identifié les mises en situation de travail qui avaient des fins pédagogiques. Et donc le salarié, il apprend en faisant. Il y a aussi un élément essentiel dans la FES, c'est la phase réflexive. Les phases réflexives, elles permettent aux salariés vraiment de réfléchir dans et pour l'action. Et ça, c'est important. Donc, une fois qu'on a mis la situation en place, qu'on a fait des séquences réflexives, il y a aussi le fait d'évaluer. Et ça, faut savoir que c'est pas toujours acquis pour tout le monde, cette partie évaluation. Parce que ça veut dire vraiment qu'on donne le niveau de la personne. Et la phase réflexive et l'évaluation sont souvent les deux éléments les plus complexes à mettre en œuvre dans la FEST. Retour d'expérience, hein. Alors, les chiffres parlent pour eux, hein. Selon les données des OPCO, la FEST génère 30% de gains d'autonomie en plus par rapport aux autres modalités de formation. Il faut savoir que dans l'une des entreprises que j'ai accompagnées, notamment pour de la FEST en termes d'intégration, on est passé d'une intégration avec une modalité donc, classique de formation au poste, sans formalisme, de 6 mois pour, avoir quelqu'un d'autonome sur le poste. On est passé à 2 mois, 2 mois et demi. Donc il y a un taux de placement aussi dans l'emploi qui est nettement supérieur quand on fait de l'AFEST et ça se voit notamment dans le cadre d'AFEST, dans le cadre de préparation opérationnelle à l'emploi. En 2025, il y a plus, semble-t-il, de 10 000 actions AFEST qui ont été déclarées auprès des OPCO. Alors, c'est une progression énorme, hein, mais franchement, c'est marginal par rapport au potentiel. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que l'accompagnement à la mise en œuvre d'une AFEST est lui-même finançable par votre OPCO. Pas simplement la formation elle-même, mais l'ingénierie, l'analyse des postes de travail, la formation des formateurs, évaluateurs, l'outillage. C'est un point que beaucoup de structures ratent et aussi parce que personne ne leur a dit, hein, mais moi je vous le dis. Et donc il y a un trio gagnant. Une compétence critique qui disparaît dans votre entreprise, c'est rarement une surprise. C'est le résultat surtout d'une absence d'anticipation. La GEPP anticipe, la cartographie elle rend visite et la FEST elle transmet. Ces trois outils ensemble, c'est votre stratégie compétences pour 2026. On a vu trois outils. Maintenant, je veux vous montrer comment ils s'articulent. Parce que pris séparément, ils font chacun quelque chose d'utile. Bah, ensemble, ils forment une vraie stratégie compétences. Étape 1, la GEPP. Vous dites où vous allez. Dans 18 mois, dans 3 ans, de quelles compétences aurez-vous besoin? Quels postes vont évoluer? Quel collaborateur peut se développer et vers quoi? La GEPP, c'est un peu votre boussole en fait, elle vous donne la direction. L'étape 2, c'est la cartographie. Vous dites où vous en êtes. Quelles compétences vous avez aujourd'hui? Quels sont les écarts? Qui maîtrise quoi? Qui est à risque? Qui a du potentiel non exploité? La cartographie, pour faire simple, c'est le diagnostic. Elle donne la réalité. L'étape 3, c'est la FEST. Ça vient combler les écarts. Là, où ça se passe vraiment. Une fois que vous savez où vous allez et où vous en êtes, bah vous savez sur quoi former, pour qui et comment.
Et alors, pour les compétences techniques, opérationnelles, celles qui vivent vraiment dans le geste, dans votre culture d'entreprise, bah, la FEST, en fait, c'est souvent la modalité la plus efficace, la plus adaptée et surtout la plus finançable. Je vais être honnête avec vous sur une chose. Mettre en place une démarche complète, GEPP, cartographie, AFEST, ça prend du temps. C'est un projet que vous allez monter en 2 semaines. Ça demande d'impliquer les managers parce que ce sont eux qui connaissent vraiment la réalité des terrains. Ça demande une méthode pas pour cartographier dans le vide, justement pour avoir une méthode d'analyse des postes de travail, de questionnement. Et ça, c'est une vraie posture. Accepter que la compétence, elle ne soit pas simplement dans le diplôme ou dans le CV. Et c'est souvent là, dans l'atelier, dans le geste, dans la précision de à 7 heures du matin, quand la machine, elle démarre pas, ou quand il s'agit de prendre les postes ou quand il s'agit de prendre les postes avant d'aller en chantier. C'est là, en fait. Je trouve qu'il y a un point qui est intéressant, c'est, en fait, les compétences, elles deviennent obsolètes. Mais l'individu, en fait, il n'a pas à l'être. Et c'est ça qui est important. C'est les compétences, elles se périment, mais l'individu que vous allez former dans votre entreprise, en fait, ils peuvent se réinventer si vous savez les accompagner. Mais pour ça, il faut des outils, des méthodes, un accompagnement. La GEPP, la cartographie des compétences, la FES, ce sont des outils. Franchement, c'est pas des usines à gaz réservées aux petites entreprises. On imagine toujours ça sur des grosses entreprises de 300, 500 salariés. Mais vraiment, dès que vous êtes une structure, vous allez sur les 25, 30 salariés, posez-vous la question. Rien que ces modèles-là sont des outils qui sont essentiels pour faire progresser votre entreprise. Donc, il y a des méthodes accessibles, finançables et directement opérationnelles. On va récapituler ensemble. La durée de vie d'une compétence technique, 12 à 18 mois. La GEPP, anticiper des besoins sur 2 à 3 ans et construire des trajectoires. La cartographie, voir les écarts avant qu'ils deviennent des crises. La FEST, former là où les compétences, elles vivent sur le terrain, dans l'action. Et c'est ça aussi qui nous permettra, en créant une démarche à FEST du quotidien, en fait, de construire toujours et de toujours avoir à jour votre cartographie et votre GEPP. Parce que la FEST, ça va être le moteur. Et donc, le trio ensemble, bah, c'est une stratégie compétence concrète, finançable et directement applicable. 3 questions que je vous laisse pour cette semaine. Dans votre structure, qui porte la compétence critique que personne ne maîtrise? Est-ce que cette compétence a été formalisée quelque part? Est-ce que vous avez les 18 mois nécessaires pour organiser sa transmission sans qu'elle disparaisse? Si vous voulez aller plus loin sur ces sujets, que ce soit sur la GEPP, la cartographie des compétences ou la mise en œuvre du DAFES, il y a des liens qui sont en description. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la à un RH, un directeur, un manager de terrain dans votre réseau, parce que c'est des sujets qui méritent d'être discutés dans les entreprises, pas simplement dans des bulletins de veille que personne ne va lire. Et moi, je vous dis à très vite.